séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue aux gens nombreux dans la salle ce soir. On l'apprécie. On n'est pas habitué à des salles pleines, mais ça nous fait plaisir. Toujours plus agréable quand il y a des gens. C'est une soirée importante, entre autres, parce qu'on présente les états financiers de la Ville pour l'année 2025. J'oserais espérer que c'est à cause de ça que vous êtes là, mais je ne penserais pas. Alors, au moins, vous allez ressortir d'ici bien informés sur les finances de la Ville. Ça sera déjà une bonne chose, puis ça va nous faire plaisir de vous entendre tout à l'heure. Sinon, dans ce qui est intéressant, sur lesquels je peux vous informer dans les actualités municipales, en fait, on vient tout juste de déposer le rapport annuel des pompiers, donc pour notre service incendie. Encore une fois, 20 d'augmentation du nombre d'appels. Nos pompiers ont reçu 486 appels au cours de la dernière année, donc plus d'une fois par jour, nos pompiers sortent. Alors, c'est vraiment impressionnant. Donc, évidemment, toutes les actions de prévention, tous les messages de prévention qu'on lance sont toujours de la même importance, en fait. Donc, tout le monde doit être... Ça peut arriver à tout le monde, donc on espère que tout le monde va être attentif à ces messages de prévention-là et à la visite de nos préventionnistes qui font le tour de la Ville à chaque année. Sinon, notre service des loisirs et de la culture, encore une fois, a été très actif. On vient tout juste de lancer notre programmation estivale. Il y aura cet été 80 événements ou activités gratuites pour la population, vraiment de toutes sortes. Donc, on vous invite à surveiller cette programmation-là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, pratiquement tous les jours, j'exagère à peine, il y a quelque chose. Donc, vous allez y trouver votre compte certainement. On vous invite à aller surveiller ce qui se passe, que ce soit tout seul pour bouger ou avec les enfants pour des activités familiales ou des spectacles. Il y en a vraiment de tous les genres. On vous invite à suivre ça. On a inauguré aussi dernièrement des nouveaux équipements au Parc Saint-Charles, que j'appelle souvent notre joyau méconnu ici en ville, donc en bas de la côte à Blatt Lake, tout de suite après le pont, le Parc Saint-Charles, qui est directement sur le bord de la rivière. C'est un superbe endroit où est-ce que l'on vient d'aménager maintenant vraiment des beaux espaces le long de la rivière pour des espaces de détente avec un coin feu et également un module de jeu pour enfants qui est installé. Puis on a des bénévoles aussi qui ont investi beaucoup de temps pour installer, entre autres, une passerelle qui permet de passer par-dessus la rivière et des sentiers de l'autre côté de la rivière. Donc, si vous ne connaissez pas le Parc Saint-Charles, allez-y. C'est vraiment impressionnant ce qui a été fait de ce côté-là. C'est un très, très bel endroit. Dans le cadre, justement, de la programmation estivale qui a été lancée, les mercredis musicaux recommencent le 24 juin, donc toujours au même endroit, à la Station des Arts. Les spectacles familiaux, le samedi matin, vont commencer le 27 juin. Les séances d'entraînement en plein air, ça commence de ce côté-là mardi à 18h le 16 juin, donc ça commence demain. On a le tournoi de golf de bienfaisance de la Ville, donc c'est un événement important pour nous qui nous permet d'aider 4 organismes de bienfaisance qui couvrent toute la région. On ramasse quand même beaucoup d'argent avec ça. Ça s'en va directement dans les poches de nos organismes qui aident notre population les plus démunis. Alors, pour ceux qui ne sont pas golfeurs, c'est toujours possible d'acheter des billets de loterie au coût de 10 $. 100 de l'argent s'en va aux organismes qui sont touchés. On a également annoncé récemment une entente avec Altitude Centre d'Aviation. Donc, on dit souvent notre aéroport, mais si on veut suivre les règles, on est un aérodrome. Donc, notre aérodrome va bien. On a des hangars qui sont construits de façon supplémentaire. Mais là, on a vraiment une entreprise, une école d'aviation qui s'installe à notre aérodrome. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le développement de notre coin. Sinon, petit survol des travaux en cours, parce que souvent, le printemps arrive, on entend beaucoup parler de l'état de nos routes. Évidemment, les gens ont raison. Mais pendant quelques semaines, où est-ce qu'on a un peu les mains liées parce que l'usine d'asphalte n'est pas ouverte, donc on ne peut pas tellement bouger. Mais vous avez probablement remarqué qu'il faut commencer... ça peut devenir de plus en plus pertinent d'aller voir l'onglet sur la page web de la Ville sur les travaux en cours pour voir par où il faut passer parce que parfois il peut y avoir des embûches. Donc, en fait, comme vous avez peut-être vu au niveau du boulevard Ouellette, c'est un chantier majeur qui n'est pas terminé. Il y a déjà une première couche d'asphalte qui est faite. C'est possible de passer. Je suis allé tout à l'heure. Puis 11 est en travaux présentement. Aujourd'hui même, ça ne passait pas. Alors, voilà, la rue Johnson est
commencé, je vais de mémoire, là, mais si elle n'a pas commencé, on a commencé ces jours-ci. Et puis ensuite de ça, on a la rue Simoneau qui va commencer à la fin de juin. Donc, plusieurs très gros chantiers. On va terminer, il restait quelques petites retouches à faire dans le centre-ville aussi par rapport à ce qui a été fait l'an passé. Et sur le chemin du Mont-Granit, c'est peut-être même déjà fait au moment qu'on se parle. Donc, puis après ça, bien, plusieurs petits travaux répartis un petit peu partout dans la ville, là, mais on parle encore de 13 à 14 millions de dollars d'investis cette année sur les réseaux routiers. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Je tiens à remercier aussi les bénévoles qui ont fait en sorte d'avoir encore une fois des belles fins de semaine remplies d'activités. On parle de la fête de la pêche qui se tient justement au Parc Saint-Charles, dont on parlait tout à l'heure. Le comité d'embellissement, qui est présidé par Mme Perrault ici, qui a tenu 2 événements, donc avec une naissance un arbre, avec la journée horticole. On a eu la grande journée des petits entrepreneurs, ça se passe au Carrefour, donc toujours intéressant de voir ça. Les brunchs de Cheval-Colomb, qui sont là pendant toute l'année, il y en avait encore un en fin de semaine. Donc, c'est super apprécié d'avoir l'aide de nos bénévoles. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir autant d'activités sur notre territoire. Je complète en soulignant un exploit, parce que c'est tout le temps intéressant de voir ce qui se fait de bien. On a un jeune garçon originaire de chez nous qui vient de... J'allais dire qu'il vient de s'acheter de nouvelles ceintures. Il ne l'a pas acheté, on lui a donné. Thomas Chabot, champion de boxe pour le WBC continental dans la catégorie poids-plume. Donc, on a un champion de boxe ici qui vient de chez nous. Donc, on peut en être très, très fiers. Alors, félicitations à Thomas, qu'on avait suivi dans sa carrière amateur au début, qui avait été champion canadien en boxe amateur. Ça fait quelques années qu'il est chez les pros, mais maintenant, il porte une nouvelle ceinture. Alors, félicitations à Thomas, on est bien fiers de toi. Alors, voilà. Ça va compléter pour ces actualités-là. On va pouvoir aller maintenant à la séance publique. Madame la greffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été présenté. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite proposer l'ordre du jour? Oui, je le propose. Merci. Monsieur Couture. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2026. Le projet de procès-verbal ayant été transmis à l'ensemble des membres du Conseil dans les délais prescrits, son adoption pourrait être proposée. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. On arrive à 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 1er et 8 juin 2026. Les projets de compte rendu ayant été déposés, il pourrait être proposé de les adopter. Merci. Quelqu'un veut le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. Donc, je rappelle que la commission permanente, c'est lorsque le conseil se réunit en privé là, pour préparer les réunions de séance publique. En 5.1, dépôt du rapport financier de l'année 2025, c'est là que je vais demander votre patience. J'en ai pour quelques minutes à vous présenter, sans aller dans le menu détail, mais on va vous présenter à l'écran toutes les différentes diapositives avec beaucoup d'informations. Je vais essayer d'attirer votre attention sur les faits saillants, sur les éléments principaux. Évidemment, ce document-là va être disponible s'il n'est pas déjà disponible sur le site Internet. Habituellement, on le fait quand même assez rapidement. Donc, ceux qui voudront aller revoir le document plus en détail, sur le site Internet de la Ville, c'est relativement facile à trouver là, dans la vie municipale, le budget, état financier, et ensuite de ça, on choisit le rapport financier de cette année. Alors voilà, je vais demander l'assistance de nos gens, effectivement. Donc voilà, c'est évidemment Raymond Chabot de Grant Thornton qui est notre auditeur. On y va avec la prochaine diapositive. Vous allez pouvoir constater une hausse importante des revenus cette année. Donc, par rapport à l'an dernier, on parle quand même de 4,3 millions de dollars supplémentaires, une hausse qui est quand même importante. Puis, on a, au niveau des dépenses, on a 1,8 million de plus qui s'est ajouté. Donc, évidemment, quand on regarde qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a plus de revenus, évidemment, la notion de la mise à jour des valeurs des propriétés, c'est quelque chose qui fait en sorte, comme vous voyez ce qui se passe en ville, ça ajoute quand même des revenus qui sont importants. À la question des droits de mutation aussi, qui sont toujours difficiles à estimer d'avance. Donc, évidemment, on y va de façon un peu plus conservatrice sur les droits de mutation. Quand une propriété de la ville qui a été vendue, une érablière aussi, qu'on était propriétaire. Donc, vous comprendrez que ça apporte des revenus supplémentaires. Au niveau des dépenses, on va y revenir plus en détail tout à l'heure. On a quand même 2,1 millions de plus de dépenses, mais sur plusieurs items, on était quand même assez pile-poil sur ce qui avait été budgété. Ce qui fait en sorte que cette année, on a un excédent budgétaire de 2,7 millions de dollars. C'est un petit peu plus que ce à quoi on était habitué, mais évidemment, on voit toute la construction qui se fait présentement qui procure des revenus supplémentaires.
Il faut savoir aussi que lorsqu'on dégage des surplus comme ceux-là, ça nous permet, dès l'année suivante aussi, lorsqu'on veut aller utiliser le surplus non affecté pour pouvoir boucler le budget. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 2,7 millions de surplus qu'on le met dans un bas de laine et qu'on garde ça à la vie. Là. Ça nous donne des liquidités des fois pour faire des projets supplémentaires quand il vient le temps de faire l'exercice budgétaire, puis dans notre budget courant, qu'on dit c'est un peu embêtant, mais là, on peut aller chercher de l'argent dans nos surplus, surtout lorsqu'on se rend compte que ça augmente un petit peu comme là, ça vient de se produire. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau c'est pas malsain d'avoir un surplus qui vient de s'accroître un petit peu parce qu'on sait très, très bien, puis on voit dans le discours ambiant dans le monde municipal, qu'il va y avoir des dépenses qui vont s'en venir au niveau de l'entretien de nos actifs, autant au niveau de nos infrastructures sportives récréatives que toutes nos infrastructures d'eau, donc aqueduc, égout. On sait qu'il y a des dépenses importantes qui s'en viennent. Donc, sachez que d'avoir cet argent-là qu'on vient d'emmagasiner va nous permettre d'investir là-dedans. C'est de l'argent qu'on n'aura pas besoin de retaxer le citoyen par la suite, étant donné qu'on a déjà cet argent en banque. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, on en est à 71 % de nos revenus qui viennent directement de la taxe foncière. Hein. C'est pour les habitués, pour ceux qui m'ont déjà entendu présenter les états financiers, même le budget, je fais toujours les mêmes commentaires. C'est pratique. Le système est fait comme ça, mais c'est pratiquement normal qu'une aussi grande part de nos revenus viennent de la grosseur de votre maison. Ils viennent limite à un moment donné au service qu'on offre selon la grosseur de la maison, on s'entend là. Donc, d'avoir 71 % des revenus qui viennent de là. Et les compensations tenant lieu de taxe, c'est 7 % Qu'est-ce que c'est les compensations tenant lieu de taxe? C'est l'argent que le gouvernement nous paye pour ses immeubles. Et soit dit en passant, lui-même choisit qu'est-ce qu'il va nous payer. C'est le seul qui ne paye pas 100 % de la facture, c'est le gouvernement provincial. Donc, c'est un débat dans le monde municipal de chercher à ce que le gouvernement du Québec paye lui aussi sa pleine facture de taxes. Mais on en est quand même à 78 %. On a 12 % de nos revenus qui proviennent des transferts gouvernementaux, donc des subventions. C'est un enjeu aussi, les villes de taille moyenne, on est le parent pauvre de la subvention au Québec. J'ai fait l'exercice un peu par curiosité, je suis allé voir la Ville de Québec. La Ville de Québec est à 24 % de subvention dans son budget, sans même compter le transport en commun, parce que c'est une communauté urbaine, ce n'est pas directement à la Ville que ça passe par son budget. Donc, il y a de la place à faire en sorte d'avoir davantage d'aide du gouvernement du Québec pour faire en sorte de donner un peu de répit à nos citoyens. Sinon, après ça, quand on regarde au niveau des services rendus, on est à 4 % de nos revenus. Donc, évidemment, les inscriptions à nos différentes activités qu'on peut organiser. Entre autres, on pense aux loisirs, évidemment, 2,3 millions. Et autres revenus, on en a pour 3,6 millions, ce qui correspond à 6 % du budget. La grande part de ce autre revenu-là, c'est les droits de mutation qui sont à 1 568 000. Sinon, amendes et pénalités, donc évidemment, depuis qu'on n'a plus le service de police, ça a diminué considérablement, mais on a le service d'urbanisme aussi qui émet certaines amendes, des revenus d'intérêt, nos revenus d'éoliennes, différentes choses de ce genre-là pour en arriver à 3,6 millions. Donc, on va aller voir le diagramme à bâton pour les revenus de fonctionnement. Donc, au niveau des taxes, le réel de 2025, on est à 42 674 000. Ça se trouve à 748 000 de plus que ce qui avait été prévu. La majeure partie de ça vient vraiment de la mise à jour des valeurs. Donc, les immeubles supplémentaires qui ont été portés au rôle, les différents immeubles qui ont accru leur valeur par des investissements qui ont été faits. Donc, ça fait en sorte d'aller chercher davantage de revenus. Donc, pour les autres citoyens qui sont là, bien, il y a d'autres gens qui viennent vous aider à payer la facture des services qui sont déjà établis, parce que dans la très, très grande majorité des cas, les nouvelles constructions se font où est-ce que c'est déjà construit. Donc, il n'y a pratiquement pas de nouvelles rues, de nouvelles infrastructures d'eau. Donc, ça vient aider à répartir la facture avec les autres citoyens déjà là. Compensation tenant lieu de taxes. Donc, je répète, les taxes payées par le gouvernement à la hauteur que lui choisit ont augmenté considérablement cette année, entre autres à cause de l'hôpital. Donc, on a toutes vu les rénovations importantes, l'agrandissement de l'hôpital. Bien, ça a fait en sorte d'augmenter de façon considérable la facture de taxes du gouvernement. Au niveau des transferts gouvernementaux, on a augmenté de 964 000 $. En fait, la majeure partie de ce montant-là, c'est conjoncturel. C'est concernant la collecte sélective des matières résiduelles. C'est que le système a complètement changé en cours d'année. Et puis, en fait, maintenant, c'est un autre organisme qui s'occupe de la collecte, qui s'occupe des dépenses, puis tout ça. Mais avant ça, c'est la Ville qui le faisait, puis on était comme payé en retard par rapport à ça. Bien là, l'argent est rentré, mais on n'a plus la dépense. Là, maintenant, après ça, pour la suite, bien, ce montant-là n'apparaîtra plus parce que c'est vraiment un autre organisme qui s'occupe de faire même les appels d'offres pour ce qui est de la collecte des matières résiduelles.
On passe à services rendus. Donc, services rendus, je le disais tout à l'heure, les différentes inscriptions. Donc, sur le 538 000 d'écart, il y a 384 000 c'est des hausses de revenus dans nos différentes activités qu'on organise, les inscriptions, les locations, entre autres d'Arena. Donc, c'est la très, très grande part du montant d'argent qui vient des inscriptions et des locations. Autres revenus, donc 1 536 000 de plus que ce qui avait été budgété. Là-dessus, il y a 968 000 de plus de droits de mutation que ce qui avait été prévu. Droits de mutation, surtout lorsque les gros immeubles qui se transigent, puis c'est arrivé en cours d'année, c'est des gros montants de droits de mutation qui rentrent. Donc, ça fait en sorte de gonfler un peu ces prix-là. Sinon, en termes d'amende, 155 000 de moins que ce qui a été prévu, mais on a un plus au niveau des propriétés vendues. Je vous disais tout à l'heure qu'on a une érablière qui a été vendue pour 375 000 Donc, c'est un montant qui est ponctuel, qui n'apparaîtra pas les autres années, mais cette année, il est au livre. Dépenses de fonctionnement. Donc, au niveau des dépenses de fonctionnement, on a certains items qui ressortent du lot. Évidemment, transport, donc tout ce qui est les routes, surtout avec l'argent qu'on met là-dedans depuis quelques années. 11 155 000 c'est 22 de la part. 22 au niveau de l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, c'est les matières résiduelles, c'est les systèmes d'égout. Donc, les matières résiduelles, entre autres, les coûts sont en assez forte hausse. Donc, c'est un message qu'on essaie de transmettre le plus souvent possible. Pas tout le monde qui nous prend au sérieux, mais mettre sa matière résiduelle dans le bon bac, là, sérieusement, là, ça a un impact sur sa facture. Le bac bleu, ça coûte pratiquement rien ce qu'on met dedans. Le bac brun, ça coûte la moitié de ce que ça coûte dans le bac vert. Fait que si ça n'a pas d'affaires dans le bon bac, vous contribuez à faire augmenter de façon importante la facture de gestion des matières résiduelles. Et pire, si vous mettez quelque chose dans le mauvais bac, là, si vous mettez des choses qui viennent contaminer, par exemple, dans le bac bleu, là, ça perd de la valeur chez Récupération Frontenac, ça cause plein de problèmes. Fait que, on demande encore une fois aux gens d'être consciencieux. C'est pas beaucoup plus compliqué. Normalement, nos bacs sont tous à un côté de l'autre. Il suffit de lever le bon couvercle et ça va faire baisser la facture à tout le monde. On parle quand même d'11 millions de dollars là, dans la facture d'hygiène du milieu. Santé bien-être, c'est plus au niveau du logement social avec l'Office municipal d'habitation, 241 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, on en est à 2,7 millions. Loisirs et culture, 17 de la tarte, donc on est à 8,5 millions. Donc piscine, aréna, évidemment, c'est des items qui coûtent assez cher avec toute notre programmation de loisirs qu'on met en place. Frais de financement, donc au niveau des intérêts, on est à 2,3 millions, donc 5 de nos dépenses. Administration générale, 15 de la facture globale pour 7,8 millions. Et sécurité publique, donc police, parce même si on n'a plus notre corps de police municipale, on paye une facture pour la Sûreté du Québec. Et notre service de pompiers, on en est à 14 pour presque 7 millions de dollars. Donc, comment ça s'est répercuté dans le budget cette année au niveau des comparatifs pour les dépenses de fonctionnement? En administration générale, en fait, on a une économie de 653 000 $ par rapport à ce qui avait été budgété, entre autres à cause de certains postes qui ont été vacants en cours d'année, à cause d'une baisse au niveau des services professionnels, services informatiques, au niveau de nos assurances aussi. Donc, c'est les principaux éléments qui viennent justifier l'écart. En termes de sécurité publique, police, c'est un montant qui est relativement facile à établir. Il y a quand même une différence de 100 000 $ cette année, ça nous coûte en plus, en raison justement du transfert de la police. Il y avait plein de choses encore à négocier, entre autres au niveau du régime de retraite, donc des frais d'honoraires professionnels, d'avocats, d'actuaires, puis tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va traîner longtemps dans le budget. On est en train de tout finaliser ça, mais il y a eu des honoraires professionnels supplémentaires qui ont dû être payés. Sécurité publique incendie, en fait, bravo aux gestionnaires. On est à 82 000 d'écart sur un budget de 2,4 millions. C'est quand même pratiquement pile poil dessus. Sécurité publique, autre, on est sur un petit montant, on est à 43 000 $. Je continue avec d'autres items. En transport, voirie municipale, donc on a un budget de 5,9 millions de dollars, pratiquement 6 millions. On a 36 000 d'économies là-dessus. Ça veut dire qu'on est quand même arrivé presque à $1 près sur un budget de 6 millions sur nos dépenses en matière de transport, voirie municipale. En matière de déneigement, maintenant, il y a une hausse de 165 000 $. On a eu à louer certains véhicules pour faire du déneigement intensif à un certain moment parce que nos équipes ne fournissaient pas. On a eu quand même un bon hiver, donc c'est ce qui explique le 165 000 $. Sinon, on serait arrivé quand même assez collé sur le budget qui avait été prévu.
Transport autre, on est à une économie de 134 000 $. On parle entre autres de taxibus là-dedans. Donc, on a des subventions habituelles, additionnelles qui ont été reçues par rapport à ce qu'on recevait d'habitude. En hygiène du milieu maintenant, eau et égouts. On avait budgété 5,8 millions, on est à 6,1 millions, donc 248 000 $ d'écart. Le principal morceau vient d'un entretien de l'usine d'épuration qui était nécessaire. On comprend qu'un équipement comme celui-là, lorsqu'il y a des pièces qui commencent à faire défaut, il n'y a pas de niaisage à faire à ça. Sans mauvais jeu de mots, on serait dans le trouble. Donc, évidemment, quand il y a des pompes, des choses comme ça qui deviennent désuètes, on change les pompes. C'est quand même tout le temps des montants assez impressionnants lorsqu'on change des équipements dans ces installations-là. En termes de matières résiduelles, donc 4,6 millions. Il y a au niveau des matières putrescibles qui ont eu une économie. Sinon, pour le reste des matières résiduelles, il y a eu une augmentation. Hygiène du milieu, on est à 163 000 $, une économie de 10 $, donc pour les autres petits items. Il n'y a pas vraiment rien à noter de ce côté-là. Santé bien-être, je reviens, c'est le logement social avec l'office d'habitation. Pratiquement pas d'écart, 32 000 d'écart seulement, donc on est sur le budget. Aménagement, urbanisme et développement, donc une économie de 283 000, principalement due à, encore une fois, des postes vacants, donc une économie sur les salaires. Et au niveau de l'aide au développement économique, évidemment, on a un budget d'aide pour les nouvelles entreprises qui s'installent. C'est ponctuel, des années on en met plus, des années on en met moins, mais les montants sont budgétés, donc fait en sorte qu'au total, 283 000 en moins sur le budget d'aménagement, urbanisme, développement économique. En termes de loisirs, cette fois-ci, par exemple, on a une augmentation de 1,5 million. Entre autres parce qu'on a payé cash notre contribution pour le complexe sportif qui a été construit au Cégep, que je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas allé, c'est magnifique. Donc, 1 399 000 qui va là-dessus. Le reste, c'est des petits montants, entre autres, qui ont été investis dans les parcs terrains de jeu. Puis bibliothèque, mais en même temps, bibliothèque, on avait une subvention qui était équivalente. Frais de financement, on est à 506 000 $ de différence, entre autres liés au niveau de du régime de retraite. Donc, on sait que le régime de retraite, on fait des évaluations actuarielles à tous les 3 ans. Et puis, lorsqu'il y a des écarts, bien là, à ce moment-là, il faut que la Ville rend flou avec les cotisations d'équilibre que la Ville paye. Donc, suite au dernier passif actuariel qui a été constaté, on a dû verser plus d'argent. Financement des investissements en cours, beaucoup de chiffres dans cette page-là. Je vais peut-être attirer votre attention sur les deux principaux. Donc, dans la ligne d'acquisition, les immobilisations, on en a fait pour 18 millions de dollars. Donc, le bassin Saint-Noël, on a eu au cours de l'année 2025 pour 5 millions de dollars de dépenses. C'est un projet total avec les plans et devis d'environ 18-19 millions de dollars là, qui ne paraît plus aujourd'hui parce qu'il est en dessous du terrain de baseball. Mais c'est quelque chose qui va nous aider énormément dans des journées comme on vient de connaître, entre autres avec les pluies, là, qui font en sorte de déverser beaucoup moins d'égouts dans la rivière parce qu'on a un bassin de rétention maintenant qui peut recueillir cette eau-là lorsque ça déborde. Ensuite de ça, évidemment, des travaux de pavage importants, rue Saint-Alphonse, Sainte-Marthe, la rue Lafontaine, chemin du Mont-Granit, la rue Fortin également dans le quartier Sainte-Marthe, et des achats de véhicules pour 550 000 $, donc pour 18 millions de dollars en immobilisation. Au niveau de la façon qu'on a financé ces dépenses-là, évidemment, par la taxation, on a quand même eu plusieurs subventions. Je parle entre autres de la taxe sur l'essence pour 1,2 million, le programme d'aide à la voirie locale pour 5,8 millions et le programme Primo. Primo, c'est un programme du ministère des Affaires municipales pour les infrastructures d'eau. Donc, le bassin de rétention qu'on a fait au Parc Saint-Noël, on a pu avoir des subventions. Donc, pour la portion qui était payée en 2025, on parle de 3,7 millions. N'hésitez pas éventuellement, si en prenant connaissance des documents, vous voulez avoir vous avez des questionnements, là, mais j'essaie de vous diriger vers les éléments les plus pertinents, à notre avis. État de la situation financière, donc les actifs de la Ville, moins les passifs. Donc, quand on regarde tout ça, actifs financiers, on est à 52 millions de dollars, moins les passifs. Et les actifs non financés, c'est nos immeubles, nos terrains, puis tout ça. Donc, si on avait à liquider toutes nos dettes, il resterait pour 187 millions de dollars de valeur. Mais on comprend qu'on est une ville, on n'est pas une entreprise privée, donc c'est hypothétique, c'est très théorique. C'est pour ça que ce qu'on regarde plus, c'est de quelle façon on s'en sort au fil du temps au niveau des surplus. Donc, ce qu'on remarque, puis on le mentionnait tout à l'heure, évidemment, le surplus non affecté a augmenté, il est à 10,3 millions présentement. On a des excédents non affectés. Ça, c'est des réserves qu'on s'est créées pour toutes sortes de choses. On en a pour 7,9 millions. Donc, dans 7,9 millions, on a de l'argent, entre autres, pour l'eau potable, pour la piscine Notre-Dame, les travaux qu'on est en train de faire.
des véhicules incendies, hein, parce que des camions incendie, il faut savoir que, je vais faire un chiffron, on a besoin d'un nouveau camion de pompiers, c'est à peu près 1 million. Ça fait qu'on sait que nos camions commencent à vieillir, ça fait qu'au lieu d'arriver à un moment donné avec une dépense hyper importante, on a choisi de mettre de l'argent à chaque année de côté pour nos achats de camions de pompiers dans le futur. Donc, il va y avoir moins d'écart le jour qu'on aura besoin d'en acheter un. On a ensuite de ça notre fonds de développement économique, 818 000 pour faire des investissements qui touchent et favorisent le développement économique en ville. Et on a notre programme particulier d'urbanisme pour le centre-ville, où est-ce que pour poser des actions dans le centre-ville, on met de l'argent de côté à chaque année aussi. Présentement, on a 730 000 de disponibles dans ça. Alors, voilà, c'est ça. Ça fait qu'au niveau des réserves maintenant, on en a pour 7,9 millions. Là-dedans, on a entre autres la réserve qu'on a créée, on voit apparaître directement sur le compte de taxes pour les infrastructures de sport, loisirs. On en a pour 2,1 millions dans ça. Le fonds de roulement de la ville, qui est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes pour 2,3 millions. Et des surplus dans nos règlements d'emprunt aussi qui n'ont pas été utilisés pour 2,6 millions de dollars. Alors, voilà. Puis je répète qu'on sait très bien qu'il y a des investissements majeurs qui vont s'en venir. Alors, on est bien content d'avoir un peu d'argent de côté qui va faire en sorte de moins créer d'écart lorsqu'on aura déboursé ces montants-là. On va poursuivre avec les actifs financiers. Donc, les actifs financiers, la grosse part de la tarte que vous voyez à votre droite en vert, c'est le gouvernement du Québec et ses entreprises, en fait, les subventions à recevoir, parce que le gouvernement a commencé à changer sa façon de faire, mais il a quand même été un bon bout de temps que lorsqu'il nous subventionnait, il nous demandait d'emprunter, puis après ça, lui, il nous finançait au fur et à mesure. Donc, nous, il fallait qu'on emprunte pour payer nos choses, puis on remboursait le gouvernement par la suite. Le gouvernement nous remboursait par la suite. Ce qui fait en sorte qu'au fil du temps, on a quand même acquis plusieurs subventions à recevoir du gouvernement. On en a pour 28,5 millions de dollars. Même chose avec le gouvernement du Canada, même si c'est des montants moins importants, là, comme la façon que le système est fait, on a moins souvent à faire au Canada. C'est 1,4 million de dollars à recevoir. Les organismes municipaux, on en a pour 4,9 millions de dollars. Entre autres avec notre organisme de développement économique, ID Tedford. Les droits de mutation, on en a à recevoir aussi. On se souvient que les états financiers, c'est un moment précis, ça fait qu'il y a des choses qui ont pu être facturées, l'argent n'est pas rentré, on en a pour 2,7 millions de dollars. Autre actif, c'est tout ce qui n'a pas été discuté pour 1 %. Sinon, on a une encaisse de 11 millions, parce que quand même, je le disais tout à l'heure, le gouvernement a commencé certaines fois à payer ses subventions d'avance maintenant, ce qui est nouveau. Donc, ce qui fait en sorte qu'au moment de faire les états financiers, on avait une encaisse quand même de 11 millions de dollars et des taxes municipales à recevoir au 31 décembre de 3 millions de dollars. Au niveau du passif, la dette à long terme, on parle de 47 millions de dollars. Le passif au titre des avantages sociaux futurs, on parle évidemment du régime de retraite, entre autres de la Ville, 5,3 millions de dollars. Tous nos créditeurs et charges à payer pour 8,5 millions et les revenus reportés. Donc, on a reçu l'argent, mais on va avoir à investir des sommes par rapport à ce qu'on a reçu pour 5,7 millions de dollars. Voilà. On peut continuer. Dernière diapositive. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Sur l'endettement total net à long terme, je n'ai pas pensé le sortir. Habituellement, je le fais toujours, là, mais on aime toujours se comparer par rapport aux autres villes. Et puis, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller, je vous en informe, sur le site du ministère des Affaires municipales. Il y a un profil financier où est-ce qu'eux autres, toute l'information est rentrée de la même façon. Donc, c'est une information totalement autonome et impartiale. Donc, au niveau de l'endettement total net à long terme, parce que c'est le montant qu'on doit retenir par rapport à notre ville, pas juste par rapport à des organismes qui tournent autour de la ville, là, on en est à 36,9 millions de dollars. Une petite hausse. En fait, habituellement, on baissait tout le temps un petit peu cet endettement-là, mais en fait, on a choisi quand même d'investir des montants supplémentaires au cours de la dernière année, là, hors budget, quand c'est des montants plus importants, mais que c'est des projets qu'on voulait faire. Ça a fait en sorte de se rendre à 36,9 millions de dollars de budget. Quand on regarde per capita, c'est là-dessus que je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, on a un taux d'endettement qui est vraiment beaucoup plus faible. On a pratiquement la moitié de l'endettement de ce qu'on voit dans des villes de taille comparable. Évidemment, on ne peut pas se comparer avec des très petites municipalités qui souvent n'ont aucun endettement, mais souvent ont très peu d'infrastructures aussi, là. Mais j'invite évidemment tout le monde d'aller voir le profil financier. Ça se trouve en 2-3 clics. C'est intéressant de voir comment on se retrouve, entre autres au niveau du compte de taxes.
On est quand même plusieurs centaines de dollars. Si je ne me trompe pas, c'est 400 dollars sous la moyenne québécoise pour le compte de taxes. Et puis, pour ce qui est de l'endettement, ben là, c'est encore plus évident. On est à peu près à la moitié des villes de taille comparable. Donc, ça fait en sorte de présenter les états financiers. Le conseil municipal a eu l'occasion d'en avoir une présentation par notre auditeur, donc par Raymond Chabot Grant Thornton. Alors, on en serait rendu à faire l'adoption du rapport financier. Ce sera possible aussi tout à l'heure, s'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que je vous ai dit, de venir nous questionner pour avoir plus d'informations. Je répète que ce document-là est probablement déjà en ligne dans la section Vie municipale, rapport financier et budget. Donc, vous allez pouvoir voir exactement la présentation qu'on vient de vous présenter à l'écran. Si vous voulez aller creuser un petit peu les chiffres et nous questionner par la suite, ça nous fera plaisir. Donc, au niveau de 5.1, le dépôt du rapport financier de l'année 2025, Madame Lagraffière. Il s'agit de confirmer le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2025 par le trésorier. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Très bien, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau, qui est notre président de la Commission des finances. 6.1, rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineures. Suivant le dépôt des demandes de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour ces demandes. Merci, Mme la greffière. Donc, je vais quand même valider si dans la salle, il y avait des gens qui auraient souhaité intervenir concernant les dérogations demandées au 3256 de la route du Sabot d'Or, le lot 6 699 584 sur la rue de la Fabrique, le 1461 de la rue Christophe-Colomb et le lot 3 855 097 de la rue du Lac-Noir. Ça ne semble pas être le cas. Alors, on va pouvoir aller aux résolutions. Donc, en 7.1, dérogation mineure pour la propriété située au 3256 de la route du Sabot d'Or. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-57 visant à réduire la distance entre un chenil et une rue publique à 26,6 mètres. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 7.2, dérogation pour la propriété située sur le lot 6 699 584 sur la rue de la Fabrique. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-59 visant à autoriser la profondeur d'un lot à 15,7 mètres, le tout afin de permettre l'implantation d'une habitation multifamiliale isolée. Oui, une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. 7.3, dérogation mineure pour la propriété du 1461 rue Christophe-Colomb. Il s'agit de refuser la demande numéro 2026-63 visant à porter à 5 le nombre maximal de bâtiments complémentaires autorisés, porter à 308,7 mètres carrés la superficie maximale au sol des bâtiments complémentaires et à 3 le nombre maximal des bâtiments complémentaires du même type. Est-ce que quelqu'un veut le proposer? Oui, je le propose, M. le maire. Merci, M. Maheu. 7.4, dérogation mineure pour le lot 3 855 097 sur la rue du Lac-Noir. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-64 visant à autoriser la création d'un lot desservi d'une largeur de 0,4 mètres. Est-ce que quelqu'un voudrait le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Mme Perrault. 7.5, approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'autoriser le plan projet d'affichage pour la propriété située au 67 rue Notre-Dame-Ouest, le plan projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 76 rue Saint-Pierre, le plan projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 42 41 42 59 rue du Lac-Noir et le plan projet d'affichage pour la propriété située au 124-138 rue Notre-Dame-Ouest. Merci. Quelqu'un pour le proposer? Je m'excuse, Monsieur le maire, j'aimerais Oui. déclarer mon intérêt dans le dossier du 31-39 rue Saint-Alphonse-Nord. Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour le proposer? Oui, je le propose. M. Filion. 8.1, nettoyage de conduite d'égout par curage. Il s'agit de confier le mandat à 93 63 98 88 Québec Inc., Sanivac, pour une dépense de 60 000 taxes en su. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je le propose. M. Maheu. 8.2, installation de compteurs d'eau et de dispositifs anti-refoulement dans certains bâtiments municipaux. Il s'agit de confier le mandat à Gestion CDEDQ Incorporée pour une dépense de 182 543,99 taxes en su. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Couture. Je rappelle qu'au niveau des compteurs d'eau, le gouvernement nous oblige dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable d'avoir un échantillon de maisons qui sont surveillées par des compteurs d'eau.
On en installe aussi dans les propriétés commerciales, donc ça nous permet entre autres de suivre, si jamais il y a des écarts importants, ça nous permet de nous aider à détecter les fuites, d'avoir une meilleure connaissance aussi de la consommation d'eau. Donc c'est une obligation découlant de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 8.3, fourniture et installation d'un système de radiocommunication pour la voix. Il s'agit de confier le mandat à Novicom Technologies Incorporée pour une dépense de 190 263,18 sous, taxes en su. Oui, une proposition. Oui, je le propose. Madame Rémillard. 8.4, valorisation des boues provenant de la station d'épuration de la Haute-Bécancour. Pour confier le mandat à Biogénie Canada Incorporée pour une dépense de 508 800 taxes en su, et ce, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui l'a proposé? Oui, je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Patry. 8.5, acquisition de matériel informatique. Il s'agit de confier le mandat à la firme ITI pour une dépense de 25 222,94 taxes en su. Oui, une proposition. Oui, je le propose. Monsieur Paré. 9.1, aéroport de Thetford, autorisation de signature d'un acte de reconnaissance du droit de propriété superficiaire et d'un contrat d'occupation pour Mobilité Blanchette Fraser Inc. Pour autoriser la signature des documents préparés par Maître Lucie Rouleau à intervenir avec la société Mobilité Blanchette Fraser Incorporée relativement au lot numéro 6 674 099 et qu'un frais d'occupation annuel de 629,86 sous, taxes en su, soit appliqué. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Monsieur Maheu. 9.2, autorisation de signature pour la convention concernant l'accès à la propriété, l'usufruit et l'utilisation de fibres optiques avec TELUS Communications Incorporée. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention ainsi que tout document requis pour en assurer la parfaite exécution. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Madame Perrault. 11.1, modification de la résolution numéro 2026-263-TM pour l'acquisition du 188 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit de modifier la résolution afin de préciser que le prix d'acquisition soit majoré des taxes applicables ainsi que tous les frais inhérents à la transaction tels que précisés dans le contrat de courtage. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Monsieur Paré. 12.1, embauche au poste de préposé au parc et espaces verts au service des travaux publics, génie et de l'environnement. Il s'agit d'embaucher M. Tristan Lachance à compter du 15 juin 2026. Proposition? Oui, je le propose. Monsieur Patry. 12.2, l'embauche temporaire au poste d'adjointe administrative au service des loisirs et de la culture. Pour embaucher Mme Roxane Laplante à compter du 22 juin 2026. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Madame Rémillard. 13.1, l'approbation des états financiers de Taxibus Thetford au 31 décembre 2025. Il s'agit d'approuver les états financiers de Taxibus Thetford pour l'année 2025. Quelqu'un le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. 13.2, contribution financière pour ID Thetford. Pour autoriser le versement d'une aide financière de 110 000 à ID Thetford. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. En 13.3, paiement final pour le prêt numéro 2 à Minéraux, Musée de Thetford, Québec 3. Il s'agit de rembourser un montant total de 73 914,96 sous à Minéraux Musée Thetford en versement final du prêt numéro 2. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 15.1, l'adoption du schéma de couverture de risque révisé 2026-2036, deuxième génération de la MRC des Appalaches. Il s'agit d'adopter le schéma de couverture de risque révisé pour les années 2026 à 2036 de la MRC des Appalaches, ainsi que son plan de mise en œuvre. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Fillon. 16.1, autorisation de signature pour une entente de location d'érablière avec M. Neil Carrier. Il s'agit d'autoriser la signature d'un contrat de location à intervenir avec M. Neil Carrier visant la location d'une partie du lot 4 912 465 à des fins acéricoles et que le coût de location soit fixé à 1,304 par entaille pour un total de 1516 entailles. Je m'excuse. Oui, est-ce que quelqu'un le propose? Oui, je le propose. M. Couture. 17.1, l'autorisation de signature pour formulaire d'attestation de contribution du partenaire du milieu pour la pratique au Fonds de recherche Québec. Il s'agit d'autoriser la responsable des projets spéciaux à signer le formulaire d'attestation dans le cadre du programme de recherche en développement durable du secteur minier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. Merci, M. Paré. 17.2, contribution monétaire pour fin de parc pour les lots 6 735 667 et 668, toujours situés sur la 9e rue Sud. Il s'agit d'établir la contribution monétaire à 1 617,60 sous en raison du lotissement de 2 nouveaux lots. Une proposition?
Oui, je le propose. Madame Rémillard. 19.1, adoption du règlement numéro 1087, projet 2026-09 pour le régime complémentaire de retraite des employés. Le règlement a pour but de remplacer le règlement numéro 1474 et ses amendements. Et depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Est-ce que quelqu'un voudrait le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. Nous en sommes rendus à la période des questions. Comme à notre habitude, on souhaiterait avoir en premier lieu peut-être des questions qui touchent l'ordre du jour de ce soir. Et à la suite de ça, ou s'il n'y a pas de questions, on pourra prendre tout autre sujet qui concerne la Ville. Donc, est-ce que, concernant l'ordre du jour de ce soir, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Il n'y a pas de mouvement. Est-ce qu'il y a des questions sur tout autre sujet? On va vous demander de vous identifier, s'il vous plaît, en vous présentant au lutrin. Pendant que les gens s'installent, je rappelle aux gens qui sont à la maison, parce qu'on vous sait nombreux, que c'est toujours possible aussi de nous envoyer vos questions par l'adresse que vous voyez à l'écran, donc maquestion@villetedford.ca. Donc, c'est pris en charge par la suite et on cherche à vous répondre le plus rapidement possible. C'est possible aussi de venir nous voir ou de nous appeler, évidemment, ou nous contacter par les réseaux sociaux. Donc, on vous demande de vous identifier. Merci beaucoup d'être là. Merci, M. le maire. Merci aux élus municipaux. Merci à Mme la directrice, à Mme la greffière, je crois. C'est ça. Je me présente André Pross, citoyen de Thetford, demeurant sur la rue du Golfe. Je suis ici ce soir au nom de 84 personnes qui ont signé une pétition. Vous le savez bien, le sujet, possiblement, c'est l'excès de camionnage sur les rues du Golfe, dans le quartier O'Meara, et aussi la rue Mooney, au quartier Mitchell. On a beaucoup de... Il y a 84 personnes qui ont signé. C'était l'occasion pour moi de rencontrer les gens ici demeurant sur ces deux rues. J'aimerais remercier aussi, sans l'oublier, mon représentant du quartier O'Meara, c'est Frédéric Paris, qui a su répondre à mes questions, ainsi que du quartier Mitchell, Adam Patry, qui a très rapidement répondu à nos questions. Alors, c'est grandement apprécié. Donc, la problématique des camions, quand on parle des camions, il y a plusieurs types de camions. Nous, on vise uniquement les camions transportant des sols contaminés. Alors, c'est des sols contaminés, bien sûr, qui viennent de l'excavation des remblais du chemin de fer entre Vallée puis jusqu'à Black Lake. J'ai même appelé le ministère de l'Environnement, j'ai appelé Santé publique. Et puis, la question que je leur pose avant d'arriver au camion, ça c'est un autre problème. Pourquoi vous excavez des sols contaminés avec de l'amiante chrysotile alors qu'ils sont déjà sur place? Vous n'avez pas à les excaver et mettre de la poussière. Vous n'avez pas à les charger dans des camions et mettre de la poussière. Vous n'avez pas à transporter ces sols-là qui, lors du transport, peuvent émettre des poussières dans l'environnement, qui passent par 2 secteurs résidentiels, dont certains camions ne portent pas de toile. Encore une fois, une libération de fibres dans des secteurs résidentiels pour être tout simplement entreposés dans un site d'enfouissement technique à la BC2. Alors, le problème ici, moi je viens ici au nom bien sûr des 84 qui ont signé, citoyens, citoyennes, résidents, résidentes de ces 2 rues-là. Et puis, ça revient toujours à la même chose. C'est la quantité de camions. On parle entre 50 et 60 à l'heure. Ça, c'est du lundi au jeudi, 4 jours semaine. C'est de 6h, 6h30 le matin jusqu'à 18h le soir. En montant les côtes, bien sûr, c'est les changements de vitesse. En descendant les côtes, c'est les freins Jacob. On passe par un secteur scolaire, le high school. Des excès de vitesse. Je sais qu'on n'est pas ici juste pour critiquer, on essaie de trouver des solutions ensemble. Vous avez tenté, si on l'apprécie, les panneaux de vitesse qui ont été installés au quartier Mitchell, mais on remarque rapidement que les limites ne sont pas respectées. On les voit apparaître, puis c'est du 50, 60, 70 km/h. Les arrêts ne se font pas parce qu'un camion qui est lourd, arrêter complètement, ça se fait, mais c'est une perte de temps. Alors, les camions ralentissent, mais n'arrêtent pas.
Les camions n'ont pas de toile, souvent n'ont pas de toile, alors la fibre peut se libérer. C'est une question de bruit. La qualité de vie des citoyens de ces deux rues-là, elle est vraiment affectée beaucoup. On ferme les fenêtres parce que la poussière émise par les pneus des camions, la poussière rentre dans les maisons. Le bruit, on ne s'entend pas parler à l'extérieur. On est assis même dans la cour arrière, puis on les entend, les camions. Les camions, c'est des camions lourds articulés, là, vous les avez vus sûrement. C'est des camions qui sont chargés justement de sols contaminés avec de l'amiante. C'est des choses qui pourraient s'éviter parce que, pensez-y, juste le transport de ces sols-là, imaginez le diesel que ça prend pour alimenter ces camions-là, les gaz à effet de serre, alors on échange 4 30 sous pour une pièce. Donc, le problème, je reviens au gros problème, là, c'est la quantité de camions. C'est inacceptable d'avoir des camions qui circulent sur des rues résidentielles. 2 rues résidentielles dont, je dirais, 95% des résidents ont signé. C'est ça. Et puis, on demande tout simplement qu'on change peut-être le parcours. Là, pourquoi on n'est pas allé à la Flynn Côte plutôt qu'à la BC? J'imagine que c'est une question de soumissionnaire. Vous avez peut-être choisi le plus bas soumissionnaire qui était celui de la BC 2. On aurait évité, en allant à la Flynn Côte, on aurait évité 2 secteurs, 2 rues résidentielles. Des solutions possibles, oui, on tente de diminuer la vitesse, mais des fois, c'est 3 camions, un après l'autre, dans les 2 directions, ils se suivent. Des fois, c'est des trains routiers, là. C'est inacceptable dans des secteurs résidentiels. On n'a rien contre les camionneurs. Ce n'est pas les camionneurs, c'est le principe de transporter des sols contaminés avec de l'amiante qui pourrait, si les normes pourraient changer, on pourrait éviter tout ça. Puis deuxièmement, c'est la qualité de vie qui est carrément diminuée. On ne sait pas les 2 questions qu'on se pose. On ne sait pas combien de temps ces camions vont être transportés, vont transporter des sols contaminés. Ça va-tu durer longtemps? Et qui a autorisé qui a donné le droit de passage de ces camions-là via 2 rues résidentielles. On a des jeunes qui prennent des autobus scolaires, qui débarquent dans la courbe en bas du quartier Mitchell sur la rue Mooney. Les camions virent là, des fois dans les 2 sens. Il y a une question de sécurité aussi, question de santé, question de bien-être au niveau des résidents et des résidentes. Alors, on demande tout simplement de faire quelque chose, puis assez rapidement. Moi, si pour éviter une circulation dans les 2 sens, je comprends que les camionneurs, ils vont prendre, l'entrepreneur, il va choisir le chemin le plus court à la BC2. Oui, ça passe par la rue du Golfe et la rue Mooney. Pourquoi on n'a pas passé par la 9e rue, puis la cage du domaine, puis la rue Mooney? Mais là encore, on a un secteur résidentiel, la 9e rue qui est affectée. On m'a dit qu'on est passé par la rue du Golfe parce que la cage du domaine, on ne voulait pas que les camions passent là à cause des touristes. C'est-tu vrai? On ne sait pas. Donc, l'autre question, c'est qui a donné le droit de passage? C'est-tu le ministère de l'Environnement? C'est-tu le ministère des Transports? C'est-tu la Ville? Qui a donné le droit à ces camions de passer par 2 rues résidentielles? Donc, j'ai la pétition ici, j'ai une pétition, puis en passant, il y a ce qui serait possible, parce qu'il y a un ordre du jour, mais il n'y a pas d'affaires diverses. Est-ce que c'est possible que ça soit inscrit aux affaires diverses, s'il y a des affaires diverses? Oui, en fait, on va prendre acte du dépôt de la pétition. Ça va être mis à l'attention de tous les membres du Conseil, évidemment, là, au niveau de la pétition. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Là. La période des questions fait partie du procès-verbal de la rencontre. Là. D'accord. Donc, voilà, la pétition a été signée. J'ai la signature ici. Est-ce qu'on peut vous le... Oui, vous pourrez nous remettre. Puis là, oui. Je vais peut-être prendre quelques instants pour répondre à différents éléments que vous avez apportés. Sachez en partant qu'on vous soutient entièrement dans cette quête-là. Là. C'est quelque chose qui doit absolument être évité, ce qui se passe. La notion du droit de passer, en fait, à partir de quand que la carrière est un endroit ou le site d'enfouissement est un endroit, il faut qu'il se rende. Le camion qui est immatriculé a le droit de passer sur la route. Donc, il n'y a personne qui a donné le droit de passer. À la limite, le camion est plaqué, il a le droit d'y aller. La question, c'est bien plus, le camion n'a pas d'affaire là. Il n'a pas d'affaire là à cause de ce qu'il contient.
Je ne sais pas qui dans la salle a écouté un petit peu, là, on a eu quand même quelques échanges il y a 2 semaines à la dernière séance publique, là, mais je voudrais peut-être revenir avec quelques éléments. C'est disponible sur Internet, je vous invite à aller voir ça aussi. L'Observatoire national de l'amiante a publié, si je ne me trompe pas, en février, une étude, puis je sais que M. Prost, on se connaît, donc vous allez bien comprendre ce dont je parle, sur des échantillons d'air. Il y a 3500 échantillons d'air qui ont été pris dans la région. On voulait savoir, est-ce qu'il y a, oui ou non, des fibres d'amiante dans l'air? À quel point c'est la fin du monde, comme ils cherchent à nous la présenter? Bien, sur les 3500 échantillons qui ont été pris, c'est presque toujours 0 fibre dans l'air. Quand on en trouve, c'est parce qu'il y a eu du camionnage. Qui nous demande le camionnage? C'est le gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec est à peu près le seul responsable qu'on retrouve des fibres dans l'air. Si ce matériau-là, vous utilisez le mot contaminé, ça vient me chercher. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas capable de dire que c'est des matériaux contaminés, même si c'est le mot du gouvernement, là. L'amiante est naturellement dans le sol. Ce n'est pas une contamination, là. C'est un produit naturel qui est tout simplement là. En fait, donc, c'est le gouvernement qui nous demande de déplacer. Si on le laissait là, surtout là, dans ce cas-ci, là, il y a des cas qui pourraient peut-être poser plus de questions. Là, on parle de matériaux qui sont en dessous d'une voie ferrée qui n'aura même pas de passagers. C'est un train de marchandises avec une emprise, je ne sais pas combien de mètres de chaque côté, là. Ça n'a aucune espèce de bon sens qui demande d'enlever ça de là. Ça fait 100 ans que c'est là. Ça n'a aucun bon sens qui nous demande de déplacer ça pour aller mettre ça à l'air libre sur un autre terrain ailleurs, où il y a du monde qui peut aller marcher, puis des motocross qui se promènent, puis tout ça, alors que où est-ce qu'il est, il est très bien là. Ça causerait beaucoup moins de problèmes, ça dégraderait moins nos routes, ça ne dérangerait pas les gens qui habitent le long du parcours, parce qu'effectivement, ça fait du bruit, puis on les voit, nous autres aussi, ces camions-là. Ça produit des gaz à effet de serre. J'entendais justement la ministre de l'Environnement cette semaine en entrevue à Radio-Canada qui disait on ne sera pas capable d'atteindre notre cible de réduction des gaz à effet de serre. Parle à ton ministère. On a un truc qui va faire en sorte de réduire énormément parce que je ne sais pas combien ça représente de voyages de camions. Parce que je peux vous dire, c'est que les travaux qu'on a prévu faire, nous autres, pour aménager un nouveau parc industriel en face de la caserne de pompiers actuelle, là, on parle de 35 000 voyages de camions, ce qui nous est demandé par le gouvernement, qui ne sert absolument à rien. 35 000 voyages de camions. Imaginez la voie ferrée, là, je ne sais pas c'est combien de voyages de camions. Imaginez ce que ça coûte en fonds publics, qu'à la place de mettre de l'argent dans les hôpitaux et dans les écoles, on met ça dans des camions. Effectivement, ce n'est pas la faute du camionneur. Lui, il est là parce que quelqu'un lui a demandé d'être là, là. Mais c'est complètement débile. C'est probablement des centaines de millions de dollars qu'on dépense pour déplacer du sable de mine qui n'a pas d'affaire à être déplacé puis que ça dérange tout le monde. Puis ce que je dis souvent dans ce dossier-là, ça fait des années que je le dis, mais malheureusement, votre dossier met en lumière ce que je dis depuis longtemps au ministère, c'est que vous avez des gens qui essaient de gérer un problème qui, pour nous, est inexistant. Il n'existait même pas ce problème-là. Vous avez décidé que c'est un problème, la présence d'amiante un peu partout dans notre région, là. Mais en gérant ce petit problème-là, qui n'en est même pas un, vous êtes en train d'en causer un beaucoup plus grand. Vous causez plus de troubles, vous causez plus de dangers, parce que c'est la santé publique. Il faut savoir qu'en arrière de ça, souvent, on cible l'environnement, là. Sachez que par-dessus son épaule, c'est la santé publique qui demande de faire tout ça. Donc, la santé publique est en train de causer plus de danger à la population que ce qu'il essaie de gérer. C'est pour ça que j'ai su que des gens avaient contacté la santé publique, des gens contactent le ministère de l'Environnement. Je vous en remercie. Je vais prendre le mot qui me vient en tête parce que je pense que ça s'applique quand même. C'est un combat qui est très difficile. Donc, il faut qu'on ait l'appui de la population pour leur démontrer à quel point ça n'a aucun bon sens présentement ce qui se passe. Ça ne causait pas de problème, c'est eux autres qui sont en train de causer un problème qui est plus grand. Puis en fait, ils ont tenté, le gouvernement, de faire des allègements. Je mets des guillemets sur les allègements. Et puis, en fait, on a eu finalement le droit de se prononcer là-dessus. Là. Ça a été compliqué, mais finalement, on a eu le droit de se prononcer là-dessus. On vient tout juste de présenter au Conseil le document qu'on a préparé là-dessus. Et toute votre histoire en fait partie. On s'est servi de ce qui se passe présentement au quartier Mitchell et au quartier O'Meara pour expliquer au gouvernement que ça n'a aucun bon sens présentement, ce que ça génère. Il y a un angle mort qu'eux autres n'avaient peut-être pas vu, mais qui est beaucoup plus grave que le problème qu'ils essaient de gérer actuellement. Donc, toute votre histoire de camionnage, de désagréments pour la population, de poussière, de vitesse, le long des parcs, on parlait des écoles, mais il y a un parc aussi que ça traverse.
Donc, il y a bien plus de danger qu'un jour un enfant se fasse frapper par un camion que quelqu'un meure parce qu'il y avait de la fibre d'amiante en dessous de la voie ferrée au Québec central. Là. On s'entend, là? Parce que c'est ça présentement qui se passe. Ça fait qu'il y a ça que je voulais vous dire. Ensuite de ça, j'entends au niveau du respect des règles, au niveau de la circulation routière. C'est sûr que nous, on va en reparler avec la Sûreté du Québec. Si la vitesse n'est pas respectée, puis là, on a le radar pédagogique, effectivement, qu'on a voulu se dépêcher à les mettre, là, on a modifié nos calendriers pour aller en mettre là. Si les stops ne se font pas, bien, ça, c'est un travail de Sûreté du Québec. On va s'assurer qu'il y a une surveillance accrue. On va leur redemander de ce côté-là. C'est extrêmement important pour nous. Dans la dernière séance, il y a des choses qui nous avaient été demandées, qui ont été faites. Donc, tu sais, Adam, entre autres, nous en a parlé pas mal du dossier, puis il y a des vérifications qui ont été faites. On nous demandait 30 km/h dans le secteur du parc. On a vérifié au niveau des normes, c'est impossible de le faire. Donc, la personne nous disait, si vous êtes obligé de mettre 30 km/h quand il y a un parc, en fait, c'est l'inverse. Quand on a vérifié les normes, parce que au niveau toutes les normes par rapport au code de la route, c'est très, très restreint, la marge de manœuvre qu'on a dans ça. Et non, ce n'est pas possible de mettre 30 km/h de ce côté-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une signalisation à l'approche de la courbe. La signalisation est déjà commandée pour pouvoir qu'on installe pour faire de la prévention au niveau des camionneurs par rapport à la courbe qui s'en vient, qui soit plus prudent. On est en discussion aussi avec le propriétaire du site Biogénie, qui, on doit le dire, est quand même un bon partenaire coopératif. Il y en a des fois des gens avec qui on parle, c'est très difficile. Biogénie, ils collaborent très bien. Ils ont même embauché un préventionniste qui est sur place, il rencontre les gens, mais il va même sur la route rencontrer les camionneurs. Ils ont installé une station de lavage. Donc, ils cherchent vraiment des solutions. C'est pas parfait, on le sait, hein, ça dérange, mais en même temps, c'est là qu'est le site présentement. Idéalement, ce qu'il faut, c'est qu'on arrête d'envoyer les camions là parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller là, camion. C'est une dépense complètement inutile de faire ça. On m'a noté aussi, je ne m'en souvenais pas, mais en 2021, on avait déjà demandé aussi qu'il y ait une modification du parcours. Là. Vous avez parlé du parcours tout à l'heure. On ne peut pas empêcher un camion de passer où il veut à partir de quand il y a une plaque en arrière. Là. Mais il reste qu'on avait déjà regardé. C'est sûr qu'à la base, ça déplace le problème, mais il reste qu'on a quand même déjà regardé. On va peut-être relancer cette question-là, de voir si ça peut passer ailleurs en tout ou en partie, mais il reste que la solution réelle, c'est qu'un camion qui contient des matériaux contenant de l'amiante n'a pas d'affaires sur le chemin. Il n'y a pas d'affaires sur le chemin. Il n'apporte rien à la société. C'est que des coûts en émissions de GES, des coûts en détérioration de la route, des coûts directs parce qu'on paye ce camion-là à la place d'avoir cet argent-là pour faire d'autres choses de plus utiles à la société. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on est vraiment derrière vous dans ce dossier-là. On est content qu'il y ait une mobilisation. On n'est pas content que vous ayez besoin d'une mobilisation, mais on est content qu'il y ait une mobilisation parce qu'on ne veut pas que ça aille tout le temps juste l'air du maire de Thetford ou du conseil municipal qui s'adresse au gouvernement dans ce dossier-là. Il faut qu'on voit que c'est vraiment dérangeant. Puis là, on a le meilleur exemple pour dire que ça n'a aucun bon sens ce que vous faites. Fait que nous, on va continuer de débattre ça. J'ai eu l'occasion, pas plus tard que vendredi passé, au conseil d'administration de l'Union des municipalités, lorsqu'on parlait des différentes normes qui entouraient la hausse des coûts dans le secteur de la construction, de donner encore une fois l'exemple de l'amiante. L'UMQ a commencé à nous appuyer quand même pas mal dans ce dossier-là. Donc, on essaie d'utiliser toutes les tribunes, faire en sorte de faire comprendre ça au gouvernement. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens du gouvernement aussi la semaine passée par rapport à ça. Donc, on continue d'utiliser toutes nos tribunes. Mais il faut absolument qu'il y ait les règles présentement qui viennent d'être mises en place, parce que les règles améliorent un peu la situation pour quand on fabrique une route, quand on fait une réfection de route, c'est moins pire que c'était. Donc, quand on parle d'allègement, c'est le petit bout est là. Mais tout ce qui est d'aménagement de terrain, comme la voie ferrée, comme un parc industriel qu'on va faire, il est encore exigé d'avoir 1 mètre exempt d'amiante avant de pouvoir installer quoi que ce soit par-dessus. Ça, c'est con. Excusez le mot, là, c'est complètement con. Mais 1 mètre sur une grande surface, ça fait du matériel à transporter. Ah, s'il vous plaît. Là. Fait que c'est pour ça que là, on voit un camion à la minute qui passe devant vos maisons. C'est en raison du 1 mètre de matériel exempt d'amiante qui est demandé. On s'entend-tu pour dire qu'à la limite, il aurait demandé 15 cm, ça n'aurait pas été intelligent, mais ça aurait coûté 6 fois moins cher que ce que ça coûte présentement. Et ça aurait dérangé 6 fois moins les gens. Là. Donc, je suis allé en vrac par rapport à plein de choses que je voulais rappeler, des choses qui avaient été dites la semaine passée aussi. J'ai cherché à répondre, je pense, par rapport aux éléments que vous avez mentionnés, avoir survolé pas mal tous les points. S'il y a d'autres questions de vous ou d'autres personnes dans la salle, je suis tenté d'y répondre au mieux possible. Mais à la base, je le répète, là, ces camions-là n'ont pas d'affaires sur la route. Quand on a vérifié la dernière fois,
parce que je n'avais pas le chiffre l'autre fois, là, c'est 100 des camions qui étaient concernés, c'est des matériaux contenant de l'amiante qui n'ont pas d'affaires sur le chemin. Si on change les règles, on enlève 100 des camions. C'est ça, juste pour ajouter aussi que dans les inconvénients, il y a des gens qui travaillent la nuit, ne peuvent pas dormir le jour. Et il y a des gens qui font du télétravail, ne peuvent pas travailler le jour parce que les camions passent. On avait l'intention de présenter aussi la pétition, du moins l'original, je peux vous la laisser, mais une copie peut-être de la pétition à Mme Lecourt, la députée provinciale. On va la rencontrer, on va prendre rendez-vous avec elle et puis on va lui souligner, là, puis elle est au courant, bien sûr, du problème déjà, j'imagine. Mais on va passer le message avec une copie de la pétition aussi. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. Je sais qu'il y a des... Oui, merci. Des Puis, je questions vous invite aussi. évidemment aussi à envoyer une copie de ça à la santé publique et au ministère de l'Environnement. Oui, J'apprécierais là, que ça se rende là aussi là, pour être sûr que quand moi je leur en parle, que ça leur soit passé entre les mains. Là. oui. Juste une solution rapide, ça pourrait être un aller via le secteur résidentiel, puis un retour sur un autre chemin. Ça diminuerait de moitié déjà les camions. On va ressortir, là, comme je disais, en 2021, on avait, nous, fait des demandes de ce côté-là. On va ressortir qu'est-ce qui était le tracé, s'il y a des enjeux. Puis, on va vérifier exactement pourquoi il avait dit non. Y a-t-il des arguments qu'on peut ressortir pour faire en sorte de modifier? Mais en même temps, comme je dis, à la base, ces camions-là n'ont pas d'affaires sur le chemin. Il faut les sortir de là. Merci, M. le maire. Merci à vous. Merci d'être venu. Bonjour. Richard Niche, quartier mutuel. Monsieur le maire, les citoyens. C'est pas d'aujourd'hui là, qu'on parle des camions, là, puis tout, là. Mais là, ça fait 4 à 5 ans, si c'est pas plus, qu'à toutes les fois qu'il y a une industrie qui se plante, on n'a aucun mot à dire. La dernière fois, c'était une industrie qui faisait du plastique. Ça sentait mauvais. La ville a intervenu 2 fois à cause des feux d'incendie. C'était extrêmement dangereux. Moi, je ne comprends pas que la ville ne parle pas à l'environnement pour ne pas mettre ça en arrière de des maisons. On n'est même pas à 200-300 pieds des sites. Vous avez des sites, 2 sites. Sintra qui est en haut du quartier Michel. Il n'y a pas de maudite maison là. Vous avez un autre site de Sintra qui est anciennement à Saint-Maurice, asphalté tout. Vous avez la nationale qui est dans le bois. Le vent est de l'ouest, ça pogne les dons de la ville. Mais non, ils mettent ça en arrière des maisons du quartier Michel. En fait, c'est sûr qu'il y a certains sites que vous nous parlez qui peuvent appartenir à des propriétaires privés. Donc, pour que l'entreprise s'installe à quelque part, il faut que le propriétaire du terrain accepte soit de le vendre ou de le louer. Là. Ça fait qu'il y a des fois que c'est ça, parce que, Il n'y a en fait... personne qui ne voudra pas louer un terrain qui ne sort pas depuis 20 ans. Il est asphalté et tout. Ça peut être surprenant, des fois. Mais ça peut être c'est-tu surprenant. un mandat que ça vous prend pour parler à l'environnement? Faut-tu vous donner un mandat? Vous parlez Bien, à en fait, l'environnement? lorsque ces entreprises-là s'implantent, il y a des règles. Il faut qu'on s'assure qu'ils respectent les règles. Et les règles, c'est le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, c'est sûr que nous, les règles d'urbanisme ne sont pas les mêmes que l'environnement. Donc, ce que vous nous parlez là, c'est plus des éléments qui sont concernés par le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, c'est eux qui sont dans le dossier. Nous autres, on ne peut pas intervenir sur les règles d'environnement. Évidemment, s'il y a des choses qu'on voit qui n'ont pas de bon sens, ça se pourrait que ce soit nous autres qui appelons l'environnement. Mais c'est parce que c'est ça. C'est le certificat d'autorisation. Moi, je ne suis pas spécialiste des certificats d'autorisation de l'environnement. Je ne pourrais pas vous dire sur quels critères ça a été serré ou pas, ou ils ont-tu erré. Nous, on ne va pas passer ces démarches-là, ce n'est pas nous qui décidons. On considère que lorsqu'on a eu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, ils sont en règle. Là. Mais, M. le maire, tu penses-tu que c'est un simple citoyen qui va appeler à l'environnement qui va faire changer quelque chose? La réponse, Ça c'est peut oui. être un maire de la L'environnement, ville. oui. Je ne suis pas sûr de ça. Moi. Ah oui. Je vous Vous dis êtes que... pas mal plus pesant qu'on peut l'être. Là. Bien, en fait, à l'environnement, là, ils prennent compte de toutes les plaintes qui se font, puis ils vont traiter les plaintes. Ils ont l'obligation de traiter les plaintes. Donc, si ça permet de ressortir quelque chose qui ne fonctionne pas, le dossier va être traité. Là. Tu sais, parce que si t'es rendu, si t'es pas rien que le bruit, tu n'es même plus capable de laver ton char. Tu sais, une demi-heure après, il y a autant de terre sur le char qu'il n'avait qu'avec que tu le laves. Tu n'es plus capable d'ouvrir des piscines. Tu mets une piscine, si tu sors prendre dans une piscine. On n'est plus capable d'ouvrir nos fenêtres. Le samedi soir, tu essaieras de manger dans ta cour quand les trucks viennent domper en arrière au quartier Mutuel, puis que la boîte, parce qu'ils nettoient le boîte formée, la boîte à fesses, ça résonne jusque dans la maison. Ça ne tient pas de bout, l'histoire. Ben oui. En tout cas. Merci beaucoup.
Jean Morin, quartier Michel. Moi, j'aurais un commentaire à formuler. Il y a un autre trajet qui est possible. Ça fait 3 fois que j'en parle. Hein, Adam? Ça fait 3 fois que j'en parle. Si l'environnement puis Mazarin pourraient s'accorder, passerait tout en arrière du puits de Beaver, puis sortirait à Belle, plus de camions sur les routes. Il y a juste ça, il y a juste ce chose-là qui pourrait marcher. Puis si Couillard, il a rien qu'à investir, d'abord, il fait assez d'argent avec les camions. Si tu pars en bas de la côte au quartier Michel, au lieu de virer sur la rue Montly, tu passes de droite, puis supposément qu'il y a de l'amiante, en tout cas, ça on le sait, là. Mais s'ils prennent une couche de 2-3 pouces de le produit eux autres, qui sortirait à Belle, fini. Boulevard Frontenac, il n'y a plus aucun camion qui passe au quartier Michel, ni de la rue du Golfe. C'est juste ça qui pourrait régler le problème pour là, parce que je comprends que les gars, faut que les gars de camion gagnent leur vie, mais on veut en retrouver un autre aussi, là. Oui, c'est sûr. Non, mais on souhaiterait qu'ils gagnent de vie avec quelque chose d'utile à transporter, quelque chose qui n'est pas utile à transporter. Mais par rapport à ce que vous nous parlez, si je ne me trompe pas, on avait validé, je pense qu'il y avait un problème, c'est les chemins qui n'étaient pas en état. Est-ce qu'on parle-tu du même dossier, Mme la directrice générale? Oui, c'est de ça. L'autre bord du puits, là. Oui. Je pense que, en tout cas, l'information qu'on a, puis moi, ça m'a été communiqué aujourd'hui, là, on essaiera d'aller plus profondément là-dedans. L'information qu'on s'est fait dire, c'est que les chemins n'étaient plus capables de supporter ces camions-là. Donc, on va le vérifier. Est-ce que ça nécessite des investissements? C'est-tu possible ou pas? Je ne suis pas en mesure de vous en dire plus. J'ai su cet après-midi là, cette alternative-là. La première réponse, c'est que ça a l'air que les chemins ne sont pas praticables, mais on va reposer des questions là-dessus. Mais un chemin pas praticable se met pratique après, par exemple, s'il est entretenu, par exemple. Tu sais, là? Oui, mais moi, ben, c'est mon point de vue. Que je peux pas à dire ce moment-ci, que... je ne suis pas capable de vous en dire plus. C'est ça, on m'en a parlé. S'il y a des enjeux sur les chemins, puis ça peut être une solution, on verra selon les volumes. Est-ce que si ça peut justifier qu'ils le fassent, mais tant mieux. Là. Mais à la base, on ne les encouragera pas à ce que ça soit justifié à long terme, parce qu'à long terme, on ne veut pas que ces camions-là continuent. Mais il reste que si ça pourrait se faire, là, c'est ça qui réglerait le problème. Parce que je ne peux pas dire plus que c'est Gandry a dit. Bien, je l'entends, puis on va questionner davantage là-dessus. Là. Parce que tu sais, des fois, au gouvernement, les fonctionnaires, ils ne sont pas tous ceux qui ont les mouches au plafond. Hein? Ils sont assis dans un bureau, puis quand voilà, ils ne savent pas comment ça marche. Mais moi, j'avais juste ça à dire, que il y a 2 ans, j'étais venu voir pour ça. Ouais. Mais le seul moyen pour se débarrasser des camions, c'est ça. Mais s'il y a des fonctionnaires qui regardent les mouches au plafond, il y a pas mal de mouches dehors de ce temps-là, ils devraient venir faire un tour chez vous un peu pour regarder les camions passer. Nous t'en faire aussi, je pense qu'elle a eu une bad luck, toi, hein, avec ton auto. Toi, t'as pas eu une roche? Oui, ça a été. Moi, chez nous, dans ma cour, grosse comme ça. Mais comme tu disais tantôt, là, je ne commençais pas à tirer la sauce, là, il en a assez parlé. Là. Mais moi, pour moi, le seul problème qui serait de regarder pour réparer ça. On est ouvert à regarder tout ce qui est possible, autant à court terme que notre solution à long terme, moyen terme, qui est des enlever sa route, mais on est ouvert à regarder tout ce qui peut se faire. Bon, bien là-dessus, bonne soirée. Merci bien, merci d'être venu. N'oubliez pas votre casquette. Moi, je la garde. Stéphane Leblond, résident du quartier Michel aussi, juste en avant de la Beaver, justement. J'étais aux premières loges pour voir tout passer ces beaux camions-là. Je me demandais, avez-vous une idée avec la volumétrie qu'on a, là, on en a pour combien de temps encore? Parce que je pense qu'on va manquer de terre avant qu'il se passe de quoi avec les ministères. En fait, je n'ai pas l'information. Je ne sais pas si l'information existe, mais je ne suis pas sûr que tu aimerais ça. Me permets de dire dessus parce qu'on se connaît depuis longtemps. Pas sûr que tu aimerais avoir la réponse. D'après moi, il y en a encore beaucoup, puis là, on parle du projet du Québec central, mais présentement, il y a 2 sites d'autorisés, puis des projets, il va en avoir d'autres, puis ils vont demander ça à tout le monde. Puis c'est pas juste des projets ici dans la région, là, ça peut être à n'importe qui, parce que ce qu'il faut savoir, là, puis là, soyez bien assis, là, c'est que pour le gouvernement, ils nous ont donné une petite exception à nous. Là. Nous autres, ils acceptent 0,1 % de présence d'amiante dans le sol. À partir quand c'est plus de 0,1 %, puis c'est déjà presque tout, ça s'en va dans les sites. Mais ailleurs au Québec, à partir de quand il y a une fibre d'amiante, c'est considéré contaminé. Ils doivent l'envoyer dans les sites de disposition. Une seule fibre d'amiante. Puis on a une étude d'un géologue qui habite dans votre coin, donc Francis Donati-Daou, qui a été publiée par l'Observatoire national de l'amiante, qui dit que je le dis de mémoire, là, pardonnez si je ne suis pas exactement sur le chiffre, là, mais il y a quelque chose comme 257 municipalités au Québec qui sont situées à des endroits où il y a une forte probabilité de trouver de l'amiante. Tu en as à peu près autant que c'est une moyenne probabilité, plus toutes les autres qu'il y en a soit un peu par accident ou que ça a été déplacé. Fait que c'est pratiquement minimum dans la moitié du Québec que s'ils regardent pour vrai, ils vont en trouver. Puis les sites qui en veulent, il y a à peu près juste ici. C'est à peu près juste ici. C'est sûr que présentement, visiblement, le gouvernement a décidé d'appliquer ses règles juste chez nous. Fait que c'est juste chez nous que ça coûte de l'argent, puis qu'on fait ça pour rien. Mais le jour qu'ils décident d'appliquer leurs règles ailleurs,
C'est pour ça que je dis, tu ne voulais pas connaître la réponse de la volumétrie, là. Il faut absolument faire changer ces règles-là. Mais le chemin de fer, possiblement que l'information existe, là, moi, je ne l'ai pas, là, on peut tenter de l'avoir, mais c'est pas super avancé, les travaux, puis il y a déjà beaucoup de trucks qui se promènent, là. OK. Merci. Mais on va chercher de voir si l'information existe en quelque part. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire. Je m'étais préparé beaucoup avant de venir, puis vous avez répondu à plein de mes interrogations. On va demander de vous identifier, s'il vous plaît, madame. Oh, monsieur, je m'excuse. Manon Saint-Hilaire, je demeure au quartier Oui, Michel, merci. sur la rue Michel. Vous m'avez donné plein d'informations. Monsieur Prost aussi a complété, mais je tiens, en attendant qu'il se passe quelque chose, parce que je ne suis pas certaine qu'il va se passer quelque chose, là, mais au cas où, des fois, j'aimerais ça qu'on parle qu'on fasse quelque chose parce que c'est dangereux. Moi, je demeure au début de la rue Michel. Puis de mon patio, moi, j'ai la côte, la rue Monet, puis j'ai la courbe en bas. À chaque année, il y a des autos qui passent tout droit dans la courbe, puis qui s'en vont sur le terrain de mon voisin. Là, il a essayé de mettre des cèdres depuis 2 ans, puis à chaque année, il faut qu'il en remette, là. Moi, j'ai peur, à ce temps, quand j'entends les camions descendre, s'ils passent tout droit dans la curve, c'est chez nous qu'ils s'en viennent. Puis au nombre de camions qui passent, bien, j'ai peur tout le temps. Fait que j'aimerais ça qu'il se passait quelque chose dans la cour. Puis là, on se dit, « Ah, c'est pas grave, ça n'arrivera pas, les camions. » Bien, il y a quelques années, en face de l'ancien dépanneur, il y a un camion de gravelle qui s'est renversé. La petite fille de mon ami, qui avait 8 ans, le camion s'est renversé à quelques pieds en arrière d'elle. Fait que c'est très dangereux. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose pour ça. Moi, je vois tout ça descendre. Les camions, ils descendent, ils breakent, ils freinent. Je ne sais pas si c'est les freins Jacob ou c'est parce qu'ils décompressent. Ça fait un bruit, l'enfer. Ils tournent la courbe beaucoup trop rapidement. C'est dangereux. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il y a déjà eu des blocs de ciment. Il n'y en a plus. Mon ancien voisin avait mis des grosses roches. Celui qui demeure là, il les a enlevés, il a mis des cèdres. Ça lui coûte cher, là. J'aimerais ça aussi qu'on regarde la sécurité des enfants. Moi, je ne travaille plus. J'ai été enseignante pendant 35 ans. En avant du high school, entre 3h et 3h30, c'est l'enfer. Les parents viennent chercher les enfants. Ils se stationnent de chaque côté de la rue. Les autobus passent. Les camions montent, descendent. C'est hyper dangereux. Puis sur la rue Monet, il y a des enfants aussi qui prennent l'autobus. Les camions passent, là, ils s'en fichent des enfants. Puis les enfants, bon, vous savez ce que c'est. Des fois, c'est un élastique, ça part, puis ça revient, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais moi, j'ai peur qu'il y ait un enfant qui ait un accident. Je comprends tout ça, que c'est bon pour l'économie de la région, là, mais ce n'est pas à nous autres à payer pour tout ça. Puis moi, je demande de la sécurité pour les enfants, puis j'aimerais ça qu'on réduise la vitesse. Vous avez dit que non. Moi, j'aimerais ça qu'on la mettrait à 40, qu'on mette des pancartes, attention à nos enfants, qu'on mette une pancarte, les freins Jacob interdits, qu'on mette une pancarte, réduire le bruit. C'est résidentiel, notre quartier. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose, que les camions arrêtent d'aller vite, de klaxonner pour rien. Ils descendent la côte, ils klaxonnent, jusque de l'autre côté de la curve. Pourquoi? Pourtant, il n'y a pas d'enfants dehors. D'habitude, les enfants font ça, là. Il n'y en a pas, ils klaxonnent quand même. Ça serait le fun qu'ils arrêtent de faire ça pour rien. En attendant que vous trouviez une solution, parce que là, j'ai l'impression qu'on nous la remet sur le dos. Moi, j'ai appelé la santé publique. J'ai parlé avec la madame, elle s'appelle Aline Mongrain. J'ai parlé avec l'attachée politique de Mme Lecour, Sonia Tardy. On m'a dit qu'on communiquerait avec Adam et ou avec vous, là. Ils n'ont pas appelé. Donc, c'est plaisant. J'ai l'impression qu'on nous remet le problème sur le dos. Si vous nous dites qu'il faut faire des plaintes, il faut faire des plaintes, on les fait où, les plaintes? Moi, j'ai appelé à 2 endroits, je viens vous voir, j'ai parlé avec Adam. On va où à ce temps? Vous les avez faites à la bonne place. Mais regarde, ça n'a rien donné, elle n'a même pas appelé. Pour le bureau de la députée, ils ne nous ont peut-être pas contactés. Au niveau de la santé publique, c'est bien qu'il y ait plusieurs personnes qui appellent. Nous, on les fait aussi, ces démarches-là. On poursuit ces démarches-là. On adhère à 100% à ce que vous avez dit. Je répète que si eux autres ont mis ça en place, ce camionnage-là, c'est parce qu'ils pensaient peut-être sauver la vie d'une personne un jour parce qu'il y avait de l'amiante là. Là, ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est qu'ils risquent de mettre des vies en péril avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je suis 100% d'accord avec vous. On vient tout juste
En fait, je ne sais plus quand on l'a envoyé, c'est jeudi passé, je pense qu'on a envoyé nos commentaires pour les mesures d'allègement réglementaire pour la présence d'amiante là, dans les travaux de génie civil. Là. Je ne sais pas exactement le terme qu'ils ont utilisé. Là. Donc, on n'a pas l'habitude qu'ils tiennent compte de ce qu'on dit. C'est pour ça que le timing est bon, qu'il y ait des gens qui se prononcent là-dessus. On espère qu'ils vont finir par nous écouter un peu. Mais là, moi, je vais crier encore plus fort. C'est un dossier qui m'a occupé beaucoup depuis que je suis maire. Mais là, on a quelque chose qui fait en sorte que là, c'est pas juste, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Si je suis inquiet pour des gens qui habitent chez nous, de la décision que vous avez prise de mettre des camions sur le chemin qui n'ont pas d'affaires là. Fait que sachez que, oui, je vous le remets un peu, mais avec moi. Moi et le conseil municipal et tout le monde, on est d'accord avec ce que vous dites, que ça n'a pas de bon sens. On fait des démarches, mais plus on est de gens, plus il y a de citoyens à faire des démarches, parce que des fois, on dirait que, parce que moi, je suis un porte-parole dans ce dossier-là, c'est comme si des fois, le gouvernement pense que c'est juste Marc-Alexandre Brousseau qui pense ça. Non, c'est le conseil municipal qui pense ça au complet, puis c'est de nombreux citoyens qui le vivent, parce qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui le vit personnellement pour venir présenter son point de vue aux fonctionnaires qui le reçoivent. C'est pas facile, la santé publique, mais il ne faut absolument pas lâcher ce morceau-là. Mais en attendant, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la sécurité? En attendant, comme je disais, on a commandé des panneaux de signalisation pour la sensibilisation. Je n'étais pas en réunion lorsqu'ils en ont parlé, donc je ne sais plus quel panneau exactement, mais probablement des choses qui ont été discutées, qu'on va mettre des panneaux pour sensibiliser à la vitesse dans la courbe, puis à toutes ces choses-là. Là. Puis faire attention à nos enfants. Moi, j'y tiens. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants maintenant au quartier Michel. Quand j'ai acheté là, moi, il y a 20 ans, on était toutes des personnes âgées. J'étais quasiment, je pense, la plus jeune. C'était toutes des personnes âgées. Ben oui. Aujourd'hui, le quartier Michel, il faut que vous compreniez, c'est comme si on était en campagne, mais en ville. C'était tranquille, c'était calme. Tout le monde se connaît. On est devenus pour plusieurs... On devient des amis, on se côtoie. Là, c'est plus le cas pantoute, là. Ben oui. Fait que moi, j'aimerais ça pour nos enfants, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles. Il y a des immigrants aussi qui connaissent peut-être pas trop le système, comment ça marche les camions, là. Puis j'ai une autre question pour vous, M. le maire. Allez-y. Par curiosité, l'entreprise KSM Fertilisant à Tring Jonction, c'est en rapport avec la voie ferrée, ça? Bien, ça a rapport avec la voie ferrée dans le sens que ils vont utiliser la voie ferrée, mais ça va repartir après ça vers le nord. Entre autres, pour eux autres qu'on fait ça, la voie ferrée. Entre autres pour eux autres. Parce qu'ils en ont extrêmement besoin. Oui. Fait que la terre qu'ils enlèvent dans leur coin, elle s'en vient-tu chez nous? D'où ils viennent, les camions? Ils viennent de tout le parcours, ça peut, là, je ne sais pas où ils sont rendus exactement, mais là, ils sont en train de faire le tronçon entre Vallée-Jonction, puis qui va s'en venir jusqu'à Black Lake. Ils ne pourraient pas garder une partie de leur terre? Bien, c'est ma dernière question. Écoutez, le ministère de l'Environnement a réussi à faire les choses compliquées dans la vie. Hein. Puis avant ça, il y avait un seul site de disposition autorisé. Maintenant, il n'y en a que 2. Ce qui fait en sorte que c'est des quasi-monopoles, là, ces questions-là. Puis c'est des règles hyper compliquées, alors que quand tu regardes ce qui se passe, là, pour vrai, on prend un voyage de camion puis on s'en va le domper à l'air libre là, sur l'ancienne mine. J'ai rencontré des camions, moi, de l'autre côté d'Isbroton, puis ils s'en venaient chez nous. Oh oui, exactement. Ils ne pourraient pas les garder chez eux, les camions? Il n'y a pas de site de disposition autorisé par le ministère de l'Environnement dans ce coin-là. Okay. Je pense qu'il y a l'air d'avoir d'autres démarches de gens qui voudraient en faire autoriser d'autres. Puis si ça arrive, bien, tant mieux de ce côté-là, parce que plus les distances seront courtes, là, tant mieux. Mais en même temps, je répète que le problème est autre. Là. Le problème, c'est ça n'a pas d'affaire sur le chemin. Parfait. Merci beaucoup. Mais merci Bonne pour soirée. vos questions. Bonsoir. Moi, je suis Monique Dodier. Je suis résidente du quartier Mitchell depuis 51 ans. Et on s'était habitué au dynamitage. On n'a jamais eu de dégâts majeurs. Mais là, je voudrais bien savoir, parce qu'il y a d'autres gens du quartier ici, là, qu'est-ce qui s'est passé jeudi soir, vers 8h30 environ. Nous étions assis dans le salon, en chacun notre fauteuil, et tout à coup, là, sur le coup, on n'a pas su ce que c'était. La maison est grosse, là. J'ai une grande maison. On a eu l'impression qu'il y avait une vanne, comme il en circule à la journée longue, d'entrer dans la maison. Ça, en fait, c'est un dynamitage qui n'avait pas été prévu ou qu'on ne savait personne. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que quelqu'un de vous peut me répondre? Bon. Mais là, est-ce qu'on soit, en plus de subir les vannes,
de subir des dynamitages à notre compte à coup. Fling, ça me tombe sur la tête. J'avais entendu dire aussi que c'était la carrière Couillard, là, pour ce qui est de la fréquence puis tout ça. Donc, ce que M. Patry n'avait pas... C'est ça, M. Patry n'avait pas ouvert son micro, mais ce qu'il disait qu'il y avait l'information que ce serait une seule fois, c'est ça? Oui, ça serait supposé être une seule fois, mais je n'ai pas la confirmation. Je devrais l'avoir dans les prochains jours. Je vais vous la donner aussitôt que je vais l'avoir. Oui, je ne l'ai pas compris. Normalement, ils avertissent, puis cette fois-ci, ils n'ont pas averti. Mais assurez-vous que je vais avoir l'information. Je vais vous la donner sur le groupe du quartier. Oui, parce que là, ça surprend. Puis là, on dit, en plus, on va être obligé de subir ça. Ça fait que là, et puis, je voulais vous jouer un petit tour, parce que suite au dynamitage, nous, on marche régulièrement tous les jours. Et on a constaté que dans le bout de la patinoire, c'est plus des petites roches là, qui tombent des vannes. C'est des roches grosses de même. Fait que là, après le dynamitage de jeudi soir, je dis là, c'est assez. Je vais faire une marche, puis je vais en ramasser une poche pour vous en donner toute chacune, que vous sachiez ce qu'on subit. Mais malheureusement, je suis parti faire ma marche vers 7h30. Le véhicule là, qui balaye les rues, là, il a passé 10 minutes avant moi, il les a tous ramassés. Mais on vous croit sur parole, Mme Dodier. Ça fait que là, j'aurais bien voulu vous offrir un cadeau, mais en tout cas, sachez bien que les roches ne sont pas petites, là. Ouais. Elles sont grosses. Puis il y a beaucoup d'enfants qui jouent près de la patinoire. Ça fait que là, attendez pas qu'il y en ait un qui a été tué ou assommé par une roche comme ça, parce qu'il doit se relever un peu tout mélangé. Ben oui. Merci de m'avoir écouté. Merci. Et espérant qu'on n'aura pas à subir ces dynamitages-là trop souvent. Merci. Merci pour votre question. Oui? Juste, rapidement, on fait la pétition officiellement. Je la dépose à qui? C'est Mme Lagreffière qui va la recevoir. Donc, je peux le faire tout de suite? Oui, ça peut être fait tout de suite. D'accord. Puis, dans le fond, je voudrais savoir aussi comment vous allez vous en servir, la pétition, pour tenter de faire avancer les... Bien, nous, en fait, l'idée, c'est de montrer la mobilisation. C'est ça que c'est très utile pour nous d'avoir une pétition de 84 noms, je me souviens bien. Là. 83, oui. Donc, ça vient démontrer qu'il y a quand même une mobilisation de la population là-dedans. Ça vient démontrer qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par le problème. Parce que je rappelle qu'il essaie de régler un problème inexistant en créant celui-là. Là. Ça fait que nous autres, ça va faire partie de nos démarches. Présentement, il y a une démarche en bonne et due forme de consultation sur les allègements réglementaires qui ont été présentés par le gouvernement du Québec. Alors, c'est un moment clé qu'on a, nous autres, pour essayer d'intervenir. Mais sachant le peu d'écoute qu'on a habituellement, on va nécessairement poursuivre. Je vous rappelle, ce n'est pas un gros secret ce que je vais vous dire là, mais il y a des élections au Québec cet automne. Alors, il y aura des candidats dans plusieurs partis politiques. Ça pourrait aussi être une bonne idée de contacter ces gens-là pour qu'ils prennent position clairement, faire en sorte que ces camions-là sortent de la route. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas pire déjà commencé. Donc, ça serait très bien qu'il y ait plusieurs personnes qui disent aux gens qui vont avoir l'audace de se mettre sur une pancarte. Puis je salue l'implication en politique, évidemment, mais ça serait bien que ces gens-là soient sensibilisés à ce que vous vivez, donc dans chacun des partis, parce que même ceux qui ne se feront pas élire ici, il n'y en aura seulement qu'une personne qui sera élue, ces gens-là peuvent quand même parler à leur parti politique pour faire en sorte que lorsqu'il y aura des discussions, que ça arrête d'être décidé par des gens qui n'ont jamais vu d'amiante de leur vie. Ça serait bien que les gens d'ici ont un impact sur les décisions qui se prennent pour tout ce qui touche l'amiante. Pas juste les gens du plateau à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous pensez à autre chose qui n'a pas été mentionné ce soir, puis vous y pensez en rentrant à la maison tout à l'heure, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. On aime ça quand les gens nous alimentent. Ça peut arriver qu'il y ait des angles qu'on n'ait pas vus, qu'on n'ait pas pensé développer. Donc, on est prêt à utiliser l'information que vous allez nous donner pour essayer de défendre votre point de vue là-dedans. Là, on est avec vous. Sinon, merci beaucoup de vous être déplacés en très grand nombre. C'est beaucoup plus intéressant pour nous. Merci aux gens à la maison. Puis on se dit à dans 3 semaines, si je ne me trompe pas. Là. Il y a 5 lundis dans le mois. Donc, on se revoit là, pour le premier lundi de juillet. Merci beaucoup tout le monde. Bon retour.